Commencer tout doucement le temps que euh, tout le monde nous rejoigne. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer avec William Rouvet, chef de cellule management de la donnée, et Thomas Ruppelt, CEO de Simplicité. Bonjour. Chef de cellule management de la donnée, pardon, de l'agence Innovation Défense. Donc bienvenue à tous les deux et merci beaucoup d'être présents avec nous aujourd'hui. Je vais replacer un petit peu dans le contexte, ça laissera le temps à tout le monde de se connecter. Ce webinaire, il s'intègre dans notre dynamique collective qui s'appelle le Doutank maîtrise des dépendances souveraineté numérique. Donc, je vais vous présenter un petit peu le contexte, les tenants et les aboutissants rapidement. Le but, c'est de recontextualiser un petit peu notre démarche sur le sujet de la maîtrise des dépendances. Dans un second temps, Thomas, je laisserai présenter en amont quand même Simplicité, puis ça nous permettra d'entrer dans le cœur du sujet avec le retour d'expérience de William. Merci encore d'être là et d'apporter ce retour d'expérience, cet éclairage au marché. Et on se posera effectivement cette question du low-code. Est-ce que c'est un facteur clé d'autonomie stratégique? C'est comme ça que nous avons souhaité le poser. Petit agenda, ça je viens de vous le dire, et puis vous aurez bien sûr l'opportunité de vous poser toutes les questions que vous souhaitez à la fin. Vous pouvez bien évidemment interagir avec le question-réponse que je ne vois pas en live, mais on va essayer de gérer vos questions, ou même, c'est pas forcément des questions, ça peut être aussi des retours, ça peut être des avis, des opinions, donc n'hésitez pas, ça nous intéresse beaucoup d'échanger avec vous, le but que ce ne soit pas descendant, mais bien dans l'interaction. Peut-être quelques mots à propos d'Alliancy, très rapidement. Alliancy, c'est un média qui, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, couvre la transformation numérique pour ceux qui la mènent, si je puis dire, avec une focale très forte sur le retour d'expérience et la volonté, en tout cas, d'éclairer le marché au travers des retours de terrain. Dans ce cadre, on a mené... déjà, vous le voyez, il y a des signaux faibles dans le passé sur Microsoft, tout ce qui est vendor lock-in, tout ce qui s'est passé autour de VMware également. Donc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup couvert, nous, de notre côté. Pour la petite histoire, VMware était un des plus gros clients d'Alliancy à un moment. Aujourd'hui, plus du tout. Donc, non pas qu'on n'est pas américain, mais il y a un changement, en tout cas, un changement d'orientation sur le marché, on le voit à notre niveau. Au-delà d'être un média, Alliancy, ce sont aussi des cercles et des communautés, notamment notre communauté de DSI, de CIO, Westneck CIO, mais aussi de CDO et puis d'experts cyber au travers des sprints data, des sprints cyber qu'on mène, et puis des Doutank, des communautés, donc des consortiums d'acteurs sur des sujets stratégiques qu'on ne peut pas forcément mener tout seul, et donc on essaye, nous, de former des chaînes de valeur, d'assembler, en tout cas rassembler les chaînes de valeur sur des problématiques pour avancer ensemble, les comprendre, les décrypter, et puis évidemment ensuite répondre aussi à des problématiques business, puis c'est un autre pendant chez Alliancy, c'est une partie plutôt conseil et d'accompagnement, notamment des directions informatiques dans leurs choix, mais aussi des éditeurs, ou en tout cas des prestataires au sens large dans leurs approches marché. Voilà pour faire très rapidement et pour vous introduire, pour ceux qui ne connaissaient pas Alliancy, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a des nouveaux articles qui paraissent tous les jours, on a une vraie rédaction et des articles de fond, des retours d'expérience et plein d'autres choses sur à peu près tous les sujets du numérique. Et en particulier en ce moment, beaucoup sur l'autonomie stratégique, évidemment, les dépendances critiques, etc. Le Doutank, juste pour faire très court et recontextualiser, puisque ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qui se passe dans le cadre de notre Doutank. L'idée, c'est de faire ensemble et d'apporter une réponse commune. Comme je vous le disais, c'est pas simplement d'être un think tank, de penser et de parler, c'est aussi de faire ensemble et puis d'apprendre. Donc, il y a un peu la notion aussi de learn tank, provoquer le passage à l'action, en tout cas sur le marché. Quand on a commencé très tôt, je vous parlais des signaux faibles. On était très en amont sur le sujet de la souveraineté. D'ailleurs, on parlait de souveraineté, on ne parlait pas forcément de dépendance critique, on n'avait pas forcément de définition. En tout cas, on n'était pas tous alignés sur cette définition. Et donc l'idée de ce Doutank, c'était aussi de provoquer un passage à l'action. Faire un constat, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait de ce constat et comment on maîtrise ensemble, en tout cas on vient accompagner, éclairer le marché pour provoquer un passage à l'action.
Donc là, nous, on a une problématique cette année, et je vais vous parler de la phase 1 et de la genèse, mais là, on travaille notamment sur comment on peut mettre en place des alternatives et des plans B, même si le mot plan B peut être sujet à débat. En tout cas, il y a un vrai sujet autour de, voilà, si je veux maîtriser mes dépendances et avoir accès à des alternatives, lesquelles sont-elles et puis comment je fais ça. Très rapidement, c'est une démarche en intelligence collective, et donc l'idée, c'est de cartographier à la fois nos dépendances, les comprendre, créer des outils pour les gérer, des outils qui sont actionnables sur tout un tas de dimensions différentes, les achats, le juridique, puisqu'on sait que dès qu'on commence à lever le capot de ce sujet, eh ben, on s'aperçoit que c'est loin d'être un sujet que de technique et de SI, ou juste de choix d'alternatives. Il y a tout un tas de dimensions qui sont à prendre en compte. Et donc, qui fait quoi, comment documenter tout ça et comment le passer au reste, le disséminer au reste de l'écosystème numérique, c'est un petit peu notre mission. On a deux collèges, un collège, on va dire, utilisateur et puis un collège plutôt acteur de la tech. Et le but, vous l'avez compris, Alliancy, c'est de mettre en relation ces deux mondes et du coup de répondre aux enjeux, en tout cas là, en particulier sur les dépendances critiques avec ces deux collèges. Et puis on a du coup aussi sur ce nouveau cycle, le cycle qu'on a cette année, puisqu'on a eu du coup un premier cycle l'année dernière qui s'est terminé en novembre-décembre. On a ouvert un nouveau cycle cette année avec la volonté de valoriser les alternatives françaises et européennes. On n'est pas dans une action nationaliste ou patriote, même s'il s'agit quand même un petit peu de ça parfois. En tout cas, pour nous, c'est de dire voilà, quelles sont les alternatives qui sont crédibles, qui sont utilisées et comment et en quoi elles sont pertinentes, et puis d'essayer d'amener de la confiance aussi sur le marché, de se faire confiance à une alternative peut-être plus petite qu'un GAFAM, c'est pas toujours évident aussi. Donc, comment on peut réussir à amener la preuve de la confiance au marché? C'est ce qu'on fait. Donc, nous, on souhaite outiller les DSI pour concevoir et mettre en œuvre des trajectoires, ce qu'on appelle des trajectoires de transformation, qu'on appelle de transformation souveraine. Mais du coup, ça passe par maîtriser ces dépendances avec tout un tas d'outils. Et puis, Alliancy, je parlais des cercles, mais c'est aussi toute une communauté d'advisors très capés, très experts aussi, pour ensuite aller accompagner des démarches. Très rapidement, définir la dépendance, c'est compliqué. L'année dernière, on a beaucoup parlé d'open source, on a parlé d'interopérabilité. Évidemment, vous voyez le mot GAFAM qui revient beaucoup aussi. Donc, on a eu un prisme assez important aussi sur voilà, finalement le monde du libre. Oui, c'est une chose, mais aussi et surtout de l'open source. Pas que, on a parlé de beaucoup de choses. Mais voilà, vous voyez un petit peu tous les mots qui sont ressortis de tout ce qu'on a pu produire l'année dernière. On a essayé de définir ça en commun. Une définition qu'on a pu donner, ou sur laquelle en tout cas on a atterri en commun, c'est que la dépendance technologique, elle est critique lorsqu'on se retrouve dans une situation de risque subi. Et donc la question, c'est de ne plus subir ces risques, d'où avoir la maîtrise de ces choix. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, comment je retrouve de la maîtrise et je retrouve des marges de manœuvre. Donc une situation de risque subi où une organisation perd la maîtrise de ses choix technologiques, financiers ou opérationnels vis-à-vis d'un fournisseur ou d'une solution ou d'un écosystème. Les 4 piliers de notre démarche l'année dernière, ça a été de se dire comment on peut sensibiliser, mais aussi comment on peut aider à cartographier et planifier une moindre dépendance ou d'intégrer des nouvelles solutions. Et puis, c'est d'accompagner tout ça, ça s'accompagne par le changement, par la gouvernance, le changement culturel, l'accompagnement au niveau des décideurs aussi, du COMEX, par exemple. Je vais aller assez vite, mais tous ces travaux, ils sont disponibles chez Alliancy. On a des grilles de maturité, par exemple. Là, on est sur l'axe sensibilisé, on est tout en amont de la démarche, mais pour essayer de savoir si on est sur un risque parfaitement subi, en partie planifié, accompagné, voilà, où est-ce qu'on en est. Donc, le but, c'est vraiment de partir du début, en fonction de là où vous en êtes dans votre maturité. On a derrière développé des outils pour accompagner les DSI, mais aussi, pourquoi pas, des éditeurs ou des écosystèmes. Et puis, on avait atterri aussi à la fin on s'est dit finalement, quels sont les 10 commandements. C'est Alain Nguyen, DSI, directeur adjoint des JO, notamment 2024, qui a publié cette première phase l'année dernière et qui avait formulé ces 10 commandements. C'est de ne pas être trop long et je vais vous passer la main pour qu'on rentre dans le cœur du retour d'expérience. Mais parmi ces 10 commandements, c'est déjà de mesurer ses risques, c'est d'embarquer le comité de direction, mais aussi le COMEX, c'est du budget, des achats aussi. Voilà, tout ça, ça vient être impacté. Les compétences, évidemment, le sujet des compétences, on en parlera un petit peu aujourd'hui. Un plan B, tu prévoiras toujours, en tout cas de toujours avoir des alternatives, voilà, d'intégrer ça dans ses appels d'offres, dans ses achats,
Les communs aussi, faire appel aux communs ou aux alliances, contribuer, ça en fait partie cette démarche-là, mais on parle aussi des communs au sens de l'open source, par exemple. Et puis, évidemment, il faut communiquer et puis il faut objectiver voilà, le succès. Donc tout ça, évidemment, beaucoup à dire sur chacun de ces piliers. On avait essayé de résumer tout ce qui ressortait de notre première phase au travers de ces 10 commandements. Et on a derrière tout ça, comme je vous l'ai dit, développé des outils qui vont être à la fois disponibles chez Alliancy pour qu'ils vous soient à la fois restitués éventuellement en interne, mais aussi pour accompagner une démarche, même si on n'a pas la vocation à être une ESN, mais en tout cas être passeur de savoir et passeur de retour d'expérience, passeur d'expérience. On a une grosse restitution le 13 novembre au campus cyber. Donc je ne vais pas vous refaire l'histoire, je pense que je vous ai dit la plupart des choses ici. Et donc on remercie encore une fois les partenaires de la première phase. Et dans cette seconde phase, nous avons notamment Simplicité qui est là avec nous, avec l'agence Innovation de Défense pour venir apporter ce retour de terrain. Donc la suite, c'est évidemment comparer des trajectoires, valoriser ce qui se fait. Et donc c'est le cas aujourd'hui, c'est l'ambition de notre webinaire. Vous avez aussi un executive summary de tout ce qu'on a pu produire. Vous pouvez le télécharger, on vous fournira aussi cela à la fin du webinaire, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de scanner ce QR code, en tout cas qui reprend un petit peu, sous une forme, je dirais, plutôt journalistique, tout ce qu'on a produit, mais on a une forme beaucoup plus aussi, je dirais, actionnable, levier, outil au sens outil de tous les jours et actionnable par une DSI. Voilà pour mon introduction, et je vais peut-être, première chose, Thomas, toi qui es membre de notre Doutank et de cette phase 2. Est-ce que tu peux nous présenter Simplicité peut-être dans les très grandes lignes, et puis toi ta vision peut-être en préambule avant qu'on donne la parole à William des enjeux de l'autonomie stratégique. Eh ben ouais, merci. Donc merci pour cette présentation. Effectivement, alors déjà aussi merci pour l'initiative, parce que c'est vrai que les Doutank c'est vraiment intéressant. Ça confronte beaucoup de points de vue, les points de vue des offreurs, les points de vue des clients. On essaye de matcher un petit peu tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Chacun défend aussi son point de vue et son prisme. Enfin, on n'a pas les mêmes visions parce qu'on n'a pas les mêmes prismes, donc c'est vachement intéressant de comparer tout ça. Effectivement, le mot souveraineté, alors pour nous, alors nous c'est pas un débat, enfin parce que je vais vous présenter un petit peu qui on est juste dans la foulée, parce qu'on est une société française, 100% française, 100% indépendante. On a toujours voulu garder cette identité. D'ailleurs, notre nom, on le dit bien, hein, on s'appelle Simplicité avec un accent. On travaille dans le milieu de l'édition de logiciels, et à chaque fois que je rencontre des nouveaux, ils me disent « Ah, vous êtes Simplicity ». Ils n'ont pas l'habitude qu'il y ait des éditeurs français. Enfin, voilà, je dois toujours préciser non, Simplicité. Enfin, bref. Et donc voilà, donc cette souveraineté, c'est un terme qui est un peu galvaudé, enfin pas galvaudé, mais qui est utilisé un peu à tort et à travers. Donc nous, effectivement, l'idée, c'est de donner la maîtrise. De toute façon, Simplicité a été créée comme ça. Donc Simplicité, c'est une plateforme low-code pour créer tout type d'applications métiers. Alors plutôt à destination des DSI, des intégrateurs. Et en fait, effectivement, notre cible, c'est donner la main à des partenaires intégrateurs, qui soient des intégrateurs, hein, des ESN ou des clients, et très souvent c'est des clients, pour qu'ils soient complètement en autonomie sur la création de leur application, sur le cycle de vie de leur application, sur leur système d'information, etc. Quitte à ce qu'ils déportent une partie auprès de leurs partenaires. Mais voilà, donc la souveraineté pour nous, c'est plus effectivement de maîtriser son système d'information, de maîtriser d'être autonome et de pouvoir continuer à fonctionner quoi qu'il arrive, avec des risques géopolitiques à droite, à gauche, etc. Donc voilà, pour la vision rapide. Je vais pas essayer de plus, parce que le sujet, c'est pas Simplicité, c'est surtout le retour d'expérience de William. Donc Simplicité, éditeur, logiciel, donc pure player, nous on fournit la plateforme, enfin on fait de la R&D. Ça fait 20 ans qu'on existe, donc on n'est plus du tout une start-up, hein, on est voilà, ça fait 20 ans, même si on est de petite taille, c'est volontaire, on fait de la R&D, on fait un produit, on le fournit à nos partenaires intégrateurs, comme je l'ai dit, donc à nos clients, qu'ils soient clients finaux ou intégrateurs, on les forme, on les accompagne, afin que eux deviennent complètement autonomes, et on reste bien sûr présent en support, en accompagnement, etc. Donc 20 ans d'existence, et plutôt des intégrateurs qui ont une connaissance, donc on n'est pas trop sur le segment de no-code, bien que bien entendu, comme tout le monde, on intègre de l'IA, l'IA gène de plus en plus.
Et du coup, ça ouvre des perspectives quand même à pourquoi pas du no-coding ou un citizen, à du prompting pour créer des applications encore plus vite qu'avec des approches low-code. Bon, tout ça enfin, je pourrais répondre à des questions éventuellement sur le sujet si ça vous gratte ou titille à la fin. Le positionnement d'une plateforme low-code, parce que tout le monde va me dire, t'es foutu avec le vibe coding. Non, Simplicité va être un garant en fait d'avoir une IA souveraine au sein des systèmes d'information de ses clients, mais on pourra en débattre un peu plus tard. Et donc voilà pour mon point de vue et ma présentation. Merci beaucoup Thomas, tu as bien fait de préciser la différence entre le low-code et le no-code, je me l'étais noté, merci beaucoup. Eh bien, William Rouvet, merci encore d'être là parmi nous. On va laisser toute la place maintenant à ce retour d'expérience. Tout à l'heure, j'avais quelques slides, je crois qu'ils ne se sont pas diffusés, mais ce n'est pas grave, vous avez eu le storytelling, on vous les partagera plus tard. Il y avait des slides qui venaient illustrer ce que je racontais. Pour en revenir à notre sujet, donc William, vous êtes chef de cellule à l'agence Innovation Défense. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette cellule, le scope de cette agence, et puis en particulier de la vôtre, de votre cellule management de la donnée au sein du ministère des Armées. Voilà, qu'est-ce que c'est quoi les missions, et puis voilà, en termes d'organisation, tout ce que vous voulez. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais peut-être préciser pour nos auditeurs ce qu'est l'Agence de l'Innovation Défense. Donc, l'Agence de l'Innovation Défense, elle est rattachée au délégué, donc au délégué général de l'armement, donc la direction générale de l'armement. Et elle est chargée en fait d'identifier, soutenir et accélérer les innovations susceptibles d'apporter un avantage opérationnel aux forces armées. Donc concrètement, on a des interfaces multiples, qu'elles soient au niveau des états-majors, mais aussi de l'écosystème de la recherche, du monde opérationnel, donc des industriels, des startups et tout l'écosystème de l'innovation. Donc ça, c'est en fait dans ce contexte-là. Donc, on comprend qu'on a un budget qui augmente. Vous avez entendu parler de loi de programmation militaire, donc des financements qui augmentent et des projets, de nombreux projets on parle toujours de guerre de haute intensité, mais pour autant, la DGA a travaillé depuis des années, puisqu'on a fêté plus de 60 ans récemment, donc des années, on travaille sur des projets amont, et donc tous ces acteurs, on a besoin d'avoir une visibilité et d'avoir une vision complètement transverse de cette activité. Alors, cette diversité d'acteurs et de processus nous a conduit en fait au sein de l'agence à s'orienter vers une transformation numérique. Alors, on parle de transformation numérique de plus en plus, mais voilà, l'idée c'était bien de structurer, de partager, d'exploiter l'information pour l'ensemble des projets d'innovation défense. Alors, il y a bien eu une logique de SI par le passé. Je détaillerai de manière plus précise par la suite, mais l'idée, c'était de faire une expérimentation avec une approche low-code, de changer un peu de paradigme sur un outil style déploiement en cycle en V d'un système d'information avec une expression de besoin initiale à être acteur en fait de cette transformation. Donc aujourd'hui, on a créé une cellule. Donc je suis à l'initiative. Alors je ne suis pas tout seul. Il y a des personnes qui ont contribué à cette. Et on a surtout On a des petites coupures, je pense, donc c'est pas de votre côté, je pense que c'est du côté de William, malheureusement. Ouais, je crois aussi que William, il a un petit souci. J'ai l'impression qu'on l'a. Ah, on l'a perdu. Il va revenir. Ça sentait que la bande passante était de plus en plus faible. Était de plus en plus faible. On va le retenir. Donc, je pense que vous avez revu. Peut-être Thomas, tu peux compléter. Toi, tu connais aussi quand même bien ton client, j'allais dire. Si tu voulais juste. Tout à fait, ouais. Alors, en fait, l'idée, ouais, ça dépend de la DGA, donc c'est la Direction générale de l'armement, effectivement. Et puis, c'est en charge de l'innovation côté ministère des Armées. Donc, c'est un gros sujet. Je crois que le budget alors, j'ai pas tout. Malheureusement, effectivement, comme j'ai dit dans l'intro, nous, on forme les gens à se servir de Simplicité pour qu'ils fassent leur propre système d'information. Donc, j'ai pas le cœur de métier des périmètres fonctionnels couverts pour l'instant par l'idée. Par contre, je crois que ils financent notamment des thèses d'étudiants et de docteurs sur de l'innovation. Alors c'est pas que armement, ça peut être défense, ça peut être des choses assez innovantes sur, je sais pas moi,
camouflage, enfin, toujours pas mal de choses, donc toujours quand même dans la sphère défense, effectivement. Et en même temps, ils font des POC, ils mettent en place, ils voient, et je crois qu'ils mettent à l'échelle, ils passent à l'échelle pour voir si c'est déployable côté ministère, côté ensemble des armées. Voilà William. Et donc, c'est les aléas du direct, William. On a essayé de reprendre au mieux. Vas-y, tu peux reprendre. Vas-y, la parole est à toi. Alors, je ne sais pas à quel moment j'ai perdu la connexion, mais toujours est-il, c'est qu'on a créé une cellule de management de la donnée. Donc, l'approche de cette cellule, elle est finalement sur 3 piliers. Hein. La numérisation des processus. Donc, on développe et on maintient les applications métiers permettant de numériser l'ensemble des processus. Après, on a une gouvernance de la donnée associée, forcément, la structuration et toute la partie catalogage des données. Et enfin, c'est pour l'objectif étant, une fois qu'on a maîtrisé ce patrimoine de données, c'est travailler sur l'aide à la décision avec d'autres outils que celui de simplicité. Voilà, aujourd'hui, on est à peu près, pour donner un peu, en termes de volume, on est 3,5 ETP, donc 2 paramétreurs développeurs et puis un expert BI. Merci beaucoup, William, pour l'introduction avec cette coupure. C'est pas évident. J'ai l'impression parfois, juste pour information, que c'est peut-être le réseau, le Wi-Fi a l'air un peu bas. Là, il était à une barre sur les 3. Donc je ne sais pas si. Ouais, là, il y a 3 barres. On peut y faire quelque chose, mais en tout cas, là, on en profite. On t'entend bien. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu plus le contexte du projet? On parlait de développement. C'était quoi les objectifs? Tu l'as dit un petit peu finalement en préambule. Et puis, en préparant un peu ce webinaire, on parlait de changement de paradigme chez vous. Donc ça, c'était un sujet que j'aurais bien voulu creuser avec toi. En quoi c'est un changement de paradigme? Et puis peut-être nous raconter un peu la jeunesse. Tu commençais là sur ça. C'était quoi le besoin initial finalement? Finalement, en fait, donc le besoin initial, c'était bien d'avoir une vision complètement transverse sur l'ensemble des projets, qu'elles soient technologiques, financières, acteurs. Et cette vision partagée, c'est un système d'information. Donc, il y a eu un besoin initial de développer un SI avec une spécification du besoin. Et compte tenu que l'agence était assez nouvelle, les processus ont évolué et finalement, il y a eu une perte de cible. Et on a fait le choix, en fait, de tester une expérimentation. Ça tombe bien, on est une agence de l'innovation, donc on essaye d'innover, donc d'avoir des démarches un peu agiles. Et donc, finalement, l'idée, c'était bien de sortir de ces cycles longs de spécification et de pouvoir finalement s'orienter davantage sur une capacité à faire. Donc, l'objectif de faire, c'est en fait de passer de faire au faire. Voilà, c'est ça notre cible. Alors, ça amène d'autres contraintes qu'on pourrait évoquer par la suite. Hein. Voilà. Et l'idée, c'était, au-delà de choisir la simplicité, c'est un outil low-code, tester un outil low-code, puisqu'en fait, on a un cadre de cohérence pour les outils informatiques au sein du ministère. Et l'outil low-code est quand même utilisé essentiellement pour des preuves de concept, et non pas pour élargir à des systèmes plus compliqués avec des interactions par API. Voilà, donc aujourd'hui, on fait de l'expérimentation. Donc, on est assez, je dirais qu'on l'ensemble des DSI, puisqu'on a plusieurs DSI au sein du ministère, regarde avec intérêt le passage à l'échelle. Donc, aujourd'hui, on est toujours dans le cadre de l'expérimentation. On va répondre à notre besoin métier. Donc, la cible, c'est 2026. Et voilà, et peut-être imaginer par la suite l'utilisation du low-code de manière plus large à l'ensemble des DSI. Alors, je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, en complément de William, alors il y a une directive effectivement au ministère des Armées qui dit que pour l'instant le low-code c'est plutôt sur des expérimentations, des choses comme ça. Cependant, on a quand même nous simplicité déjà des applications en production sur Intradef, donc sur des applications de stratégiques d'envergure. Alors je peux pas en parler, mais du coup le pivot de cette note qui date d'il y a quand même déjà 1 ou 2 ans, je crois, de mémoire, vers de la prod, de l'exploit, est en train de se faire. Et là, l'idée, William notamment, on est un fort promoteur, à l'instar de ce qui avait été fait sur un SI, sur le SI du ministère qui s'appelait Intradef. Maintenant, on passe sur une autre dénomination parce qu'on est sur le cloud first, mais cloud privé, enfin, etc. Donc oui, on est dans un cadre d'expé, mais c'est vrai que clairement, la cible, et ça existe déjà sur un autre sujet, la cible, c'est de la prod et c'est des choses industrielles, scalables, etc. William, est-ce que vous avez une définition en interne de l'autonomie stratégique? Comment vous définissez ça? Alors, je dirais… C'est une question difficile, mais est-ce que vous avez essayé de le définir, en tout cas, sous un cadre ou une définition commune, pas simplement à l'agence d'innovation, j'entends, mais peut-être à l'ensemble
Alors, je dirais, en fait, l'autonomie, elle est surtout de pouvoir être en interne, c'est-à-dire la capacité, j'évoquais la capacité de faire, donc de pouvoir produire ces outils au plus près du client. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est la création d'une cellule dédiée, ce que je viens d'évoquer. Alors, initialement, c'était pour de l'aide à la décision, donc avec des outils de BI. Et en fait, on a fait le choix RH de mettre en place des paramétreurs développeurs. Hein, c'est le terme utilisé pour l'outil low-code. Finalement, ça reste quand même des développeurs, mais je dirais, c'est entre le développeur et la capacité à modéliser très vite. Et l'avantage, c'était qu'en fait, on a travaillé sur une logique d'atelier, de co-construction. Finalement, en fait, quand on prend le processus, je dirais, la chaîne de valeur, on a la co-construction avec le métier. Après, nous, en tant que cellule, on fait la cartographie des processus. Et l'outil nous permet d'aller très vite sur la modélisation pour après produire les processus métiers et capitaliser la donnée. Donc, en fait, on produit de la donnée, on a numérisé nos processus et on va pouvoir la partager. Donc, on devient, je dirais, dans cette notion en interne, on devient maître de notre donnée et on maîtrise notre modèle métier, finalement, sur l'ensemble de notre périmètre de données. Merci pour la précision. Toi, tu vois le marché évoluer depuis 20 ans, tu le disais, vous êtes une start-up sans être une start-up au sens strict du terme. Tu partages un peu ce changement de paradigme autour on va dire, de votre métier d'éditeur. Est-ce que c'est un truc qui se généralise Ouais, alors l'indépendance, elle est clairement beaucoup plus prégnante maintenant depuis l'histoire depuis que depuis que notre ami Donald est arrivé, alors qui fait du mal partout, mais finalement un peu de bien pour nous, éditeurs souverains, français. En fait, il y a différentes approches. Alors clairement, il y a une vraie volonté des clients, qu'ils soient publics, privés, dans tous les secteurs, de commencer à maîtriser. Après, l'informatique, c'est toujours un cycle de balancier, c'est toujours un peu je fais faire, puis je fais, puis je refais faire, puis je fais. Donc on est clairement depuis quelque temps dans une optique d'indépendance. Enfin, je pense que la géopolitique a vraiment c'est un électrochoc pour l'ensemble en France et je pense en Europe, pour l'ensemble des acteurs économiques, publics, privés, de se dire parce que le faire, même le faire vis-à-vis d'un prestataire externe, d'un prestataire tiers, on reste en dépendance, mine de rien. Enfin, voilà. Alors, tout annuler, ça va être compliqué. Tout faire, c'est très compliqué parce que si on fait faire, c'est qu'aussi on a besoin de compétences. Hein. Au niveau RH, on n'a pas les gens non plus. Il y a un balancier qui retourne vers le faire faire. Je pense que on a sur des très grosses organisations comme le ministère ou d'autres, on a un équilibre qui est en train de se faire entre le faire faire et un déport en termes de charge vers du faire faire. Enfin, voilà, il y a un mix, mais par contre, c'est vrai que les grands clients, les grands comptes, décident de maîtriser au moins et clairement leur processus métier, mais aussi de pouvoir être en autonomie s'il se passe quelque chose avec leurs fournisseurs et leur écosystème autour. Merci pour la précision. Effectivement, donc le low-code pour retrouver des marges de manœuvre, si on peut simplifier. En quoi, William, pour vous, c'était un levier qui était peut-être un réel levier versus un levier qui est parfois plus évident, comme l'hébergement de la donnée, par exemple. En quoi le low-code est tout autant un réel levier selon vous que où est-ce que je mets ma data, chez qui, comment? Alors, aujourd'hui, en termes d'hébergement de la donnée, nous, on est la logique on-premise, donc on est forcément sur des data centers internes. Ça, on n'a pas de possibilité d'exporter nos données sur Internet ou autre serveur. Bon, bien qu'il y ait quand même on parle de capacités qui, aujourd'hui, on autorise quand même d'héberger des données sur l'extérieur, si elles sont du niveau non protégé, mais dès lors on passe à des niveaux de classification ou des niveaux de diffusion restreinte, on est obligé d'être en interne. C'est le même lot pour d'autres entités qui ont besoin de maîtriser sa donnée. Donc, oui, voilà. Et donc, par contre, c'est vrai, effectivement, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le passage d'un outil qui est normalement, on fait une seule production et puis il y a des évolutions temporelles. Là, on va livrer des cas d'usage en termes de périmètre qui vont varier toutes les 4 semaines.
Donc ça, c'est le genre de choses qu'on doit s'habituer à faire pour industrialiser ces montées de version. C'est-à-dire qu'on va livrer de manière on veut dire les périmètres des MVP, en fait, les périmètres des fonctionnalités sont très réduites finalement au premier déploiement livré aux utilisateurs. En revanche, toutes les 4 semaines, on va avoir une évolution pour un nouveau cas d'usage ou une nouvelle fonctionnalité métier. Ça, aujourd'hui, on découvre en marchant ce qui va se passer parce qu'on n'est pas aussi réactif on a tout un travail à faire sur cette chaîne entre le déploiement et la livraison aux utilisateurs. Il y a une chose que je voudrais ajouter moi aussi, c'est notamment sur les dépendances. En fait, l'approche low-code, globalement, on part d'une page blanche, d'accord, pour créer un applicatif, pour couvrir un périmètre fonctionnel. Donc, en termes d'indépendance aussi technologique, ça veut dire, alors, c'est pas forcément le bon choix à faire, mais ça veut dire que plutôt que de prendre un outil extra-européen qui fait un vertical comme tout le monde, etc., on va pouvoir le créer sur des cycles très très courts, de manière itérative, et qui va répondre à 100% de mes vrais besoins. Donc, au lieu de m'inféoder à un outil vertical extra-européen, notamment, parce que c'est beaucoup ça, les GAFAM qui proposent des solutions, on peut recréer l'outil qui nous convient à 100%, d'ailleurs, globalement, tout seul et en ayant la maîtrise et en faisant évoluer globalement. Donc, il y a aussi cette… on n'est pas forcément en train de dire il faut sortir… Surtout dans cette optique, on n'est pas forcément en train de dire on va remplacer tout ce qui est extra-européen, GAFAM, pour être indépendant technologiquement par du souverain, etc. On est aussi dans une optique, plutôt que de prendre un extra-européen sur lequel j'ai des risques de dépendance, autant partir directement et c'est plutôt ne pas remplacer, mais c'est ne pas prendre aussi. Il y a deux optiques dans cette souveraineté, c'est sortir de cette dépendance vis-à-vis des GAFAM et ne pas les prendre aussi globalement sur des initiatives, sur des nouveaux besoins, sur des nouveaux projets. Pour en revenir au projet, du coup, si je résume, William et Thomas, aussi ce que vous dites tout à l'heure, il y avait plusieurs piliers finalement. L'agilité, ce que vous venez de décrire sur les différents phasages, l'internalisation, le make buy ou faire pour parler en bon français, et puis des périmètres, un passage qui est très clair au-delà de l'agilité au sens de la méthode, c'est de déployer au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a d'autres axes ou d'autres piliers? Alors, il y a effectivement un axe aussi, la gouvernance de la donnée, parce qu'en fait, c'est important dès lors le modèle de low-code les fonctionnalités augmentant, on doit aussi travailler sur ce modèle de données. Donc, on a aussi tout le catalogue de la donnée. En fait, le fait d'avoir cette approche data-centrée, d'utiliser un outil qui est nativement data-centré. Donc, c'est ça le gain pour nous aujourd'hui. On voit bien que plutôt que de dupliquer l'activité sur des systèmes dédiés, des systèmes métiers propres, là, en fait, on est en train de capter. Alors, on a beaucoup d'appels d'API sur d'autres systèmes pour faire un processus orienté utilisateur. Et donc, l'ensemble de ces travaux nous amène forcément à travailler sur l'ensemble de la gouvernance de la donnée. Pour rentrer un petit peu dans le détail du projet, est-ce qu'il y a, selon toi, des prérequis incontournables à ce type de projet? En tout cas, quels ont été les tiens en termes peut-être de processus d'achat, de critères de sécurité, de compétences, voire même de contexte, puisqu'on est quand même là dans un contexte de défense aussi qui est peut-être, ou peut-être aussi politique, ou en tout cas de choix, de choix un peu politiques, c'est pas un gros mot. Alors, sur les choix, je dirais sur l'aspect financier, c'est pas notre main au niveau agence, puisqu'en fait, on dépend d'un commissariat numérique de défense qui chapeaute l'ensemble du ministère des Défenses et qui va faire l'ensemble de l'analyse, l'appel d'offres, etc., sur d'autres prestations. Le cas de l'expérimentation, c'était que la solution low-code simplicité était sur catalogue et on a pu expérimenter cette solution. Voilà, aujourd'hui, donc ça, je dirais, sur l'aspect financier, nous, ça fait partie d'un calcul de RSI sur notre projet à proprement parler, mais on ne va pas prendre, en tant qu'utilisateur, on ne fait pas de benchmark sur l'ensemble des solutions. Voilà, savoir, ce n'est pas mon périmètre. Je ne sais pas si tu évoquais d'autres, je dirais… J'évoquais la sécurité, j'évoquais les aspects compétences, ou d'autres, peut-être ils ne sont pas pertinents, donc quels étaient en tout cas les…
au-delà de convaincre, puisqu'en fait, on est allé quand même présenter en COMEX DGA notre solution, notre expérimentation. Donc, si le directeur de l'agence nous a fait confiance suite à un premier preuve de concept, on a mis en place le projet à proprement parler avec cette solution. Hein. Donc, il y a à la fois convaincre les gens, mais aussi après adapter une méthode nécessaire pour des déploiements agiles. Hein. Donc, l'équipe, elle s'est structurée en méthode Scrum, etc. Toute une logique type IT nécessaire pour pouvoir industrialiser et produire des cas concrets. Alors, on a un premier retour client. Alors, on a fait en fait, compte tenu du délai pour passer en production, on a quand même mis à disposition dans l'environnement de dev, mais avec des fonctionnalités opérationnelles auprès d'utilisateurs. Et voilà, retour client ils attendent un SI depuis plusieurs années. À savoir qu'on a démarré en janvier. Hein, et voilà, on a mis en utilisation opérationnelle, je dirais début mai, et on a des retours plutôt, on va être très satisfaits. Ouais, on a répondu puisqu'il y avait des ateliers de co-construction et il n'y a pas de surprise sur la certification client. Et pour rebondir, Alan, sur les aspects sécurité, etc., effectivement, et William en a bénéficié, c'est que nous, globalement, on travaille avec le ministère des Armées depuis des années et des années. Mais par contre, c'est vrai qu'on ne rentre pas au sein du SI, du MINARM, comme ça. Donc, on a été audité, tout, test d'intrusion, test de trucs, etc. Donc, tout ça a été, ça lui a facilité, ça a facilité à l'AID, qui est très agile aussi, le choix et avancer, parce que tout ça est derrière nous. Et une remarque aussi sur l'AID a fait tout seul c'est ce que je disais en intro. Quand il y a eu la coupure, plutôt, je maîtrise pas trop le périmètre fonctionnel de ce qui a été fait par l'AID parce qu'en fait, ils ont fait tout seul. Et il dit janvier à mai pour faire le premier truc, mais en fait, le plus long n'a pas forcément été de créer l'appli. C'est plutôt, ce qui est long, c'est de rentrer dans les processus de mise en prod parce que William parle beaucoup d'XP. Alors, je sais pas pour rendre ma sauce, mais je trouve assez humble. On est en train d'être en prod sur le fameux C1DR. Là, je pense que c'est dans les jours qui viennent. Ça veut dire une ouverture de service. C'est plus du tout une XP. C'est une ouverture de service. Justement, j'ai une question, je pense, qui est un peu complémentaire qu'a posé Jean-Louis. Je peux me permettre de la poser là parce que je trouve on est dans le bon momentum. Mais il m'a dit, est-ce qu'on a quelques métriques justement qui peuvent illustrer la complexité un petit peu de ce que vous faites dans ce projet? Je ne sais pas si vous pouvez en parler, si on ne peut pas, il n'y a pas de souci, mais pour illustrer la complexité des apps, nombre d'objets, de champs ou d'autres choses. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'on crée, quoi. En première intention, je dirais sur l'année 2026, ça représente 15 cas d'usage métier. Sur ces 15 cas d'usage métier, ça représente plusieurs dispositifs d'appel à projet. Donc, je vais parler d'exemples, ça va être un peu plus visuel. On va avoir des appels à projet sur des projets de recherche. On va travailler avec l'Agence nationale de recherche. On va travailler avec les startups. Donc, on va avoir plusieurs acteurs en interne. Donc, ce qui représente aujourd'hui quand même 1 milliard, pour parler en chiffres, on est sur 1 milliard d'engagement de projets par an. Donc, c'est pas mon chiffre d'affaires. Hein. Voilà. Donc, ça fait quelques projets à rentrer chaque année. Et forcément, on a cette activité-là. Voilà, c'est en termes d'indicateurs. Après, en termes de population au sein de l'agence, on est à peu près 120 personnes. Mais sur la sphère d'innovation, on va toucher une plus large population qui va avoir accès à cet outil. Donc, on va avoir l'ensemble des innovateurs qui veulent suivre leur projet et l'ensemble des états-majors. Donc, il y a des représentants au sein des états-majors qui vont avoir accès à l'outil. Et puis après, en termes d'API, on va attaquer donc des API finance pour pouvoir avoir les remontées financières. On va récupérer d'autres API. Donc, on prévoit plusieurs API pour la partie finance, la partie démarche numérique, les données qui sont hébergées, on fait une démarche numérique sur Internet, on va pouvoir récupérer l'ensemble de ces données. Et puis, je crois que j'ai fait quasiment tout. Et puis, on est plus sur 2027, la capacité de faire de l'interrogation type LLM sur ce patrimoine de données et l'ensemble des données traitées. Voilà. Ouais, l'idée, c'est d'ouvrir effectivement on en a parlé un peu avec William, c'est effectivement avec la connectique MCP, IA, c'est d'ouvrir les données potentiellement en interne, bien sûr. Hein, on parle bien sûr d'interne parce qu'on est au ministère des Armées, à l'ensemble du reste du système d'information et à
LLM, mais pourquoi pas agentique pour aller déclencher un petit peu toute la sphère IA gène ou pas, ou agentique ou RAG, ou ce genre de choses s'il y a de la documentation. Mais avoir un connecteur natif, un peu l'USB-C du système d'information de l'AID auprès des fonctionnalités IA internes du ministère des Armées. Très clair. Je vous laisse aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions-réponses, si elles sont même sur des sujets précédents, on les traitera à la fin, mais si elles sont sur ce qu'on discute, ça permet aussi de rendre les choses interactives, donc n'hésitez pas. Est-ce que, William, on peut parler aussi peut-être de ce qui peut être difficile à mettre en place? On sait que parfois, il peut y avoir des frictions, comme dans tout projet. Est-ce que dans un contexte comme le vôtre, il y a eu aussi des parties peut-être de les frictions, en tout cas du changement culturel, difficulté à convaincre? Est-ce que ça... Voilà, on sait que c'est souvent le facteur culturel est important aussi dans les nouvelles approches, les nouveaux projets, et l'innovation de manière générale. Comment ça s'est passé là sur ce projet-ci? Alors, je dirais qu'à l'agence, on a cette capacité. On n'est pas trop processé, hein, donc on n'est pas contraint on n'est pas bloqué dans des silos. La capacité d'avoir une certaine autonomie de force de proposition. Et je remercie d'ailleurs cette logique et cette démarche, elle vient d'en haut, elle vient du directeur, hein, de chaque personne. S'il a une bonne idée, voilà, après à nous de l'argumenter et de la présenter. Donc il y avait une personne, alors je ne revendique pas la paternité de l'utilisation de simplicité au sein de l'agence, puisque ça vient de Jean-François Bigot qui est à l'initiative de cette solution. Et en fait, derrière cette personne, on s'est structuré, on a des quatre personnes qui étaient motivées à proposer quelque chose en direction. Et donc ça, c'était le premier cran, trouver une équipe motivée pour faire autrement. Et après, de pouvoir présenter en CODIR, donc le comité de direction de l'AID, lui dit voilà, nous, on a peut-être moyen de sortir de l'ornière et de vous apporter une solution rapidement à votre besoin. Et voilà la roadmap qu'on propose. Donc ça, il y a eu confiance de la direction. Et après, au fil du projet, on a remonté en COMEX DGA, donc au niveau des plus hautes instances pour faire un état des lieux, un état d'avancement. On n'est pas encore arrivé, hein, on n'est pas loin, mais on criera victoire dans quelques semaines. Voilà, on a encore du chemin sur la roadmap. Mais voilà, et après, par contre, les utilisateurs, c'est aussi, alors, je dirais. Le premier, d'abord, on leur parle de l'outil, c'est une nébuleuse, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas à quoi ça peut leur servir. Et puis après, en fait, c'est faire des ateliers réguliers pour leur montrer que s'ils expriment un besoin métier, on va répondre à ce besoin métier. C'est ça la force, en fait. Quel est ton besoin? Et à nous de le transformer, de faire de la co-construction avec eux pour le numériser. Et après, en fait, ils ont leur besoin exprimé et satisfait par un processus. Moi, ce que je tiens à préciser aussi, William, c'est que l'équipe motivée de l'AID, c'est pas des développeurs. Enfin, je veux dire, ils savent pas coder, ces gens-là. Enfin, ils savent pas coder. Ils savent modéliser. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont une appétence métier et une prise de recul sur un besoin qu'ils arrivent à mettre en œuvre parce qu'ils savent prendre du recul et le modéliser. Mais effectivement, alors, de temps en temps, on est sur une approche low-code. Donc, low-code, il y en a quand même un petit peu. Donc, heureusement, et ça a été une des forces aussi du projet, si je peux bien comprendre. Enfin, nous, on a un peu aidé, mais pas tant que ça, finalement. L'AID fait partie de la DGA. La DGA a sa propre DSI, hein, une DSI, une belle DSI. Et la DGA étant aussi impliquée, enfin, la DSI de la DGA s'étant impliquée, quand il y a du code à faire, l'AID peut déporter et demander et faire intervenir certains personnels, plutôt développeurs, qui vont coder la règle de gestion spécifique, sauf s'il y a moins qu'eux, etc. Donc c'est, enfin voilà, c'est un changement, c'est un travail qui est très collaboratif. Et l'AID, et d'ailleurs je les en remercie, c'est-à-dire que tout le boulot qu'ils font, ce qui est assez rare dans les grandes organisations comme ça, ils le partagent. C'est-à-dire que c'est pas que pour eux. Ce qu'ils font là, ils mettent en place des communs, alors des communs, voilà, mais des communs ministériels. Et c'est pour ça qu'aussi DGA et puis d'autres directions du ministère regardent. Ils font le travail pour les autres. C'est mutualisable. On peut. Enfin, sous toute réserve, William, bien sûr. Hein. Mais en gros, voilà. Et c'est rare. Moi, j'ai pas vu ça beaucoup dans d'autres grands organismes. Tu as raison.
Thomas, ça me fait le lien avec une question que j'avais. Je ne sais pas si on aura le temps de. Il nous reste 15 minutes, donc j'ai vu qu'on avait reçu une question. Mais je fais ça là, puis William, je vais te transmettre la question qui a été posée. C'est vrai que souvent, ça vient d'une vision de management ou politique, enfin, même si même dans un ministère, on peut dire que c'est une vision aussi de management. Comment on évite aussi le risque, finalement, de se faire enfermer dans une bulle un peu d'autonomie? Parce que se dire qu'on est en full autonomie, par exemple, c'est aussi se couper de compétences à l'extérieur, de nouvelles technologies, de ce qui se passe ailleurs. Comme le disait Thomas, on est dans un éternel mouvement de balancier entre qu'est-ce que j'internalise, qu'est-ce que j'externalise. Et c'est pas propre au numérique, même si c'est encore plus vrai dans le numérique. Où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une volonté chez vous aussi de balancer ça, notamment travailler avec des éditeurs aussi pour les rendre plus innovants ou comment vous... Il est où où est-ce que vous mettez le curseur entre être autonome et en même temps ne pas se couper, parce que le but, c'est pas d'être dans un bunker et d'être complètement coupé de ce qui se fait ailleurs. Ouais, surtout pas ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est au-delà de l'éditeur, il y a aussi des sociétés qui sont capables de produire du code et de nous accompagner. Donc, surtout pas. Ce que je disais, on s'est organisé au sein de l'agence, on est côté métier, hein, on a la DSI en support. L'idée, c'est d'avoir une cellule un peu bureau méthode, si on veut raisonner par rapport à des outils de production. La cellule de management de la donnée, c'est un peu celle qui a la vision qui sait, puisqu'elle est au quotidien avec ses métiers, de pouvoir gagner du temps sur les ateliers et la production de l'analyse pour paramétrer l'outil low-code. Voilà. Par contre, effectivement, ce qui est évoqué un petit peu en préambule Thomas, c'est que demain, on veut maîtriser notre patrimoine de données, mais par contre, si on peut s'appuyer sur des éditeurs ou aussi des sociétés pour produire du code en leur présentant notre modèle, puisque finalement, le modèle, il n'a rien de confidentiel, ou alors on peut faire un contrat pour la notion de confidentialité, mais finalement, c'est se dire, voilà, aidez-nous, mais nous, on maîtrise ce qu'on fait à l'intérieur. On comprend notre modèle métier, on comprend notre patrimoine de données, on sait ce qu'on veut faire, mais voilà. Donc, effectivement, il y a un juste milieu entre la compétence de la CMD qui est au plus près du métier, je comprends le métier puisque j'ai la même connaissance sémantique. Je traduis avec la DSI pour tout ce qui est connecteur complexe avec d'autres SI, etc. Et après, pour autant, pouvoir solliciter les éditeurs ou les intégrateurs pour nous aider à développer des codes à l'intérieur. Donc, là, voilà, la pondération n'est pas faite, mais au contraire, le silo, le bunker, il est hors de question. Pour moi, on fait ça, on meurt. Voilà. Merci pour ta réponse. Je prends la question de Bertrand, même si j'ai encore des questions, mais vu que le temps file et ça va couper à leur pile, donc je préfère prendre les questions. N'hésitez pas si vous êtes dans l'audience. Question de Bertrand qui dit finalement, est-ce que le low-code est un avantage on-premise? Faut-il une spécificité supplémentaire de gestion, authentification des accès, exemple Wallix, CyberArk, etc., par rapport au risque d'attaque, d'intrusion des hackers? Ça, c'est une question technique sur l'aspect cyber. Alors, l'aspect cyber, nous, on le déporte sur ce sujet. Dans nous, le code, il est vraiment l'usage métier. L'aspect cyber, c'est de la responsabilité de notre service du commissariat numérique de défense sur la partie toute la partie hébergement. Voilà. Donc, pour autant, toutes les piles logicielles de l'outil sont scrutées et toutes les failles sont identifiées. Nécessitent des mises à jour majeures, mineures, etc., sont portées par la DSI. Et pour répondre juste sur il y avait une question sur l'authentification, etc. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un SSO. On déporte simplicité. Le low-code, pardon. Le low-code, c'est fait pour faire de l'application métier. Donc, intégré dans un système d'information, on-prem ou cloud. Enfin, on s'en fiche. Je veux dire, peu importe. Une plateforme low-code, ça s'installe, ça se met dans un Docker et ça se pose sur une VM. Que la VM, elle soit on-prem, cloud privé, cloud public, machin. Peu importe. Donc, il faut se connecter au SSO et il faut faire les tests. Non, tout est possible. Tu allais dire que tout est possible en fonction des contextes. Là, ce que j'entends, c'était finalement, est-ce qu'on recommande plutôt d'être on-premise pour cette question de risque d'attaque? Les normes de sécurité SI, les RSSI vont te dire oui, bien sûr. Mais ça allait être ma question suivante, un peu de conclusion. Mais encore une fois, n'hésitez pas, c'est des questions sur le doutant, la souveraineté, la maîtrise dépendance de manière générale. L'outil dont on parlait, mais peut-être d'autres outils ou les métiers au sein de
de la cellule de William ou de l'agence. En tout cas, ma question, ça allait être vraiment quel conseil ou enseignement tu donnerais à tes pairs, William, qui nous regardent aujourd'hui sur la base de cette expérience, qui est très récente, mais quand même qui avait été réfléchie très en amont stratégiquement. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour maîtriser sa dépendance et avoir de l'autonomie stratégique, bien sûr? En fait, alors il y a un premier pilier, je dirais, c'est la compétence en interne. Donc, trouver le juste milieu. Nous, aujourd'hui, c'est à partir du moment où on maîtrise cette donnée. Donc, à la fois, moi, j'ai une contrainte maintenant, c'est de garantir la pérennité de ma cellule en termes d'effectifs, en termes de formation. Donc, ça, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas déléguer à la DSI, puisqu'en fait, la capacité de développement, c'est fait au niveau de la cellule. Donc, on a ces effectifs-là qui doivent être maintenus. Ça, c'est le premier point qui est. Et puis, la réversibilité, je crois que c'est un point d'attention particulier, c'est de pouvoir être sûr de pouvoir rebondir en cas de. Voilà. Alors, en fait, je dirais que l'outil, en fait, l'autonomie, en fait, ne vient pas de l'outil en proprement parler, mais vient de sa maîtrise. C'est-à-dire que ça, c'est indispensable. Et de la maîtrise des données. Enfin voilà, cette approche data aussi fait que il y a quelque chose, je sais pas si, mais j'aimerais bien que. Est-ce que William, tu peux en parler? Enfin, je crois qu'on a sur ces approches, je crois qu'ils ont fait, William, il a fait le calcul. Ils ont un calcul de ROI qui est assez phénoménal. Enfin, je veux dire, par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas de chiffre à donner, mais je crois que le ROI a été vraiment, vraiment important. Ça, c'est pour faire un peu ma pub, mais c'est pas ma pub, c'est aussi la pub. Non, mais tu as raison, c'est une question que j'ai un peu sauté, parce que tout à l'heure, on parlait du nombre d'apps, etc. On objectivait, mais effectivement, c'est quoi la nature du ROI finalement sur ce type de projet innovant, on va dire? À terme, on peut se projeter, hein, c'est peut-être pas immédiat, mais comment tu vois les choses peut-être 2027, il y a peut-être En fait, tu regardes peut-être à plus long terme aussi. En fait, ce qui est intéressant, c'est notamment si on calcule aujourd'hui, l'outil low-code nous fait décommissionner 3 systèmes d'information déjà, parce que chacun avait son propre processus métier intégré. Donc ça, c'est déjà au-delà de première réduction des SI qui ont chacun leur processus. Le deuxième, sur la partie, je dirais, effectif, en fait, et le troisième, j'évoquais, c'est le MCS et MCO-MCS. Le MCO-MCS, en fait, il a un coût d'exploitation important aussi, un coût dans un projet, et à savoir que cette fonctionnalité, elle est internalisée de fait, puisqu'on héberge on-premise, et on assure en fait le maintien des plateformes, et on maîtrise le patrimoine de données. Donc, en fait, il y a quand même un MCO de la solution, on va dire, c'est le coût licence. Mais pour autant, le coût MCO-MCS, il est réduit, il est réduit à minima. Merci pour la réponse très précise. Je sais qu'elle n'est pas évidente, parce qu'il y a un côté innovation, comme tu le dis, chez vous. Donc, j'allais avoir une question peut-être un peu plus générale ou qui ouvre les choses, mais effectivement, la perspective de Donald Trump, tu en parlais, Thomas, tout à l'heure, et peut-être que demain, ce sera quelqu'un d'autre. En tout cas, ça a le mérite de ne plus être dans des faux semblants, même si je pense que l'Amérique n'a jamais été notre vrai ennemi en matière de technologie ou en tout cas de guerre économique. Mais au moins, les choses sont claires avec lui. Il menacé d'appuyer sur le kill switch notamment. Est-ce que ça change radicalement la donne, William, chez vous, en termes de... Est-ce qu'il y a une doctrine finalement, je ne parle pas de l'armée, parce qu'on a bien vu qu'effectivement, ça change notre rapport à l'OTAN, notre rapport à notre partenaire, mais en termes de SI et de technologie, est-ce que ça, c'est une doctrine? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à cet état de fait? Alors, je ne vais pas m'avancer, puisque je dirais, c'est pas à mon niveau de décision. Si on écoute un petit peu les personnes au niveau de la DINUM, toute la partie commissaire numérique, effectivement, il y a une logique d'avoir cette indépendance au niveau européen, donc national et européen. C'est certain. Après, la roadmap, elle est en place.
Maintenant, aujourd'hui, voilà, je sais qu'il y a des ministères qui ont fait le choix de passer sur des solutions, sortir de l'aspect Microsoft pour avoir d'autres solutions en interne. Voilà, il y a des démarches qui sont en route. Alors, c'est pas que le ministère des Armées, hein, c'est l'ensemble de la sphère de l'État qui est dans cette démarche-là. Voilà. Mais c'est pas, je dirais, voilà, nous on récupère finalement les décisions au niveau gouvernement. Voilà. Ouais, il y a une volonté étatique de sortir de ces dépendances globalement. Il y a le CSF, il y a l'IRN, enfin il y a énormément d'initiatives autour de ça. Il y a la ministre notamment, qui en parle beaucoup. Je fais beaucoup de. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. J'ai pas d'autres questions qui arrivent, sauf si peut-être sur l'écran hausse. Non, n'hésitez pas, parce qu'il nous reste 5 minutes et comme je vous l'ai dit, ça coupera à pile. À 30, c'est ça, tu coupes. Ouais, l'outil. C'est pas moi, c'est vraiment. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. En fait, j'en avais. Vas-y, William. Je t'ai interrompu, mais en fait, ce qu'on parlait d'autonomie stratégique, pour moi, c'est uniquement lorsqu'il s'accompagne en fait, d'une montée en compétences. J'ai évoqué ça, la compétence en interne, et une gouvernance adaptée. Il faut savoir aussi définir le périmètre de l'outil low-code. Voilà. Merci, c'est une bonne conclusion. Effectivement, je ne t'avais pas demandé quelle était ta conclusion. Thomas, je ne sais pas si tu veux, ou William, si je voulais ajouter quelque chose, vous pouvez, autant qu'on ait peut-être 2-3 questions qui arrivent, et puis je prends la dernière minute pour conclure moi de mon côté. Écoute, moi non, pas particulièrement. Enfin voilà, on a fait à peu près le tour dans ce contexte-là. Il y a beaucoup d'autres contextes, il y a beaucoup d'autres problématiques. Là, on est sur une refonte d'un système d'information agile qui est un truc assez global. Enfin, c'est ce que disait William au début. Il y a quand il dit 15 applications, c'est plutôt 15 SI. Enfin, une application, c'est presque un SI à lui-même, à lui tout seul. Donc, c'est des choses qui sont assez complexes et assez volumineuses. Après, on a d'autres clients où c'est juste, effectivement, je dois sortir de Power Platform, enfin, je dis des bêtises, je dois sortir je ne vais pas donner mes autres concurrents, enfin, si, je peux le dire, on a notamment du Appian, du ServiceNow, du Pega en système en face, du OutSystem, du Power Platform, de ces gens-là. Et après, sur des verticaux aussi, il y en a qui veulent sortir de Salesforce parce qu'il faut qu'ils sortent de Salesforce. Et nous, on n'est pas un outil de CRM, mais bon, je vais faire mon CRM dans un outil de code, pourquoi pas, quoi. Voilà. Donc, chaque contexte est différent. Tout à fait, c'est extrêmement contextuel et puis dans la dimension, là on n'en parlait pas parce que c'était pas apparent, mais on a parfois la dimension des achats, la dimension du rôle du management aussi à faire changer, même si là c'était en amont de ce projet qui avait une vision claire. Voilà, on a des angles, des sous-problématiques, la problématique de la maîtrise des dépendances ou de l'autonomie, qui sont très variés, tu as raison de le rappeler. Peut-être il reste 2 minutes. Encore une fois, si vous avez, je n'ai pas de questions qui apparaissent, mais n'hésitez pas à se mettre des questions ou même des remarques. Est-ce que c'était intéressant? Ça vous intéresse de savoir, ça vous a intéressé. Donc n'hésitez pas, ça peut aussi se faire en asynchrone. Peut-être en conclusion, effectivement, de dire que nous, on travaille à la fois sur les critères de confiance avec des membres dont Simplicité font partie. On travaille sur comment on met en place une feuille de route au niveau des achats, du SI, du management, et puis par où on commence en fonction de son problème. Et on crée toute une plein d'outils pour essayer d'accompagner au mieux ces contextes très différents et de standardiser un petit peu ces approches sur la base de ceux qui ont déjà essayé des choses. Et puis ce que j'allais dire, c'est aussi sur la forme, je vais rebondir vers Alliantis, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a aussi besoin de valoriser et d'apporter la confiance envers des prestataires, qu'ils soient français ou européens. Encore une fois, pour nous, l'idée, c'est pas de sortir des Américains. Tu as raison, Thomas, de le rappeler. En tout cas, même si on aimerait, on veut qu'on donne sa chance aux offres françaises et européennes, puisqu'on se dit, on n'a pas assez de GAFAM, etc. Mais en même temps, si on leur donne pas leur chance, elles ne peuvent pas grandir. Donc, il y a vraiment ce côté-là derrière notre démarche. Et pour nous, ça passe par valoriser par des retours d'expérience terrain qui sont pour nous bien mieux que de faire de la publicité. C'est d'où l'objectif d'Alliancy de ramener des retours d'expérience. On a une dernière question. Il est 29. Manuel nous demande quelles sont les typologies d'entreprises aujourd'hui qui ont le plus besoin d'autonomie stratégique. Désolé, j'arrive en retard. Alors, on va peut-être terminer cette question et ça coupera, je pense. Est-ce qu'on a réponse à cette question?
C'est surtout plutôt des grands comptes qui sont déjà très très inféodés au reste, aux GAFAM, etc. Je pense que je sais pas si vous allez entendre la fin de mon pitch parce qu'il est 30, mais c'est plutôt des grands comptes ou des ETI. Les PME, elles restent en vase clos, c'est souvent du standalone. Enfin, c'est difficilement interfacé avec le reste du monde. Et puis ils n'ont pas les moyens de se payer des gros outils, sauf s'ils prennent des choses gratuites, etc. Mais là, de toute façon, ça devient moins industriel, etc. Donc bon, Peut-être pour plutôt de l'ETI grand compte. Ouais, je pense que peut-être la question, Ils travaillent avec le reste du monde, quoi, à l'international. peut-être que la question m'était peut-être plus posée à notre démarche, parce qu'on a une vue du coup en tant que Pardon. média. Non, mais ta réponse est très pertinente. Moi, je dirais que Manuel, nous, on accompagne à la fois les secteurs publics, mais ça peut être des territoires. Hein. Voilà, on sait que par exemple la région Occitanie est très en avance dans sa démarche, sa maîtrise. Bretagne aussi, mais il y a une volonté, en tout cas côté Occitanie, à la fois politique, mais aussi derrière et on le retrouve, hein, ils sont aussi assez en avance du côté parfois des métropoles ou des villes. Voilà, j'allais dire, c'est aussi les notions des petites entreprises aussi, mais évidemment, quand on regarde le coût des licences, le coût des abonnements, le coût du vendor lock-in, etc., ou les enjeux qu'il y a derrière, c'est sûr que les grands comptes sont les plus exposés d'un point de vue ne serait-ce que du risque à la fois peut-être financier et géopolitique. Mais je pense que toutes les entreprises aujourd'hui ont un besoin d'autonomie, ne serait-ce que pour récupérer des marges de manœuvre. William le disait, pour décommissionner des choses et peut-être réinvestir ailleurs. Enfin voilà, tout ça, c'est des logiques qu'on est, même je dirais, qui est encore plus prégnant quand on a une petite taille et un petit budget. Mais c'est vrai, je pense, pour tout type d'entreprise, en tout cas, je pense. Même un gros budget, on a travaillé sur l'optimisation de nos ressources. Et encore plus un gros budget, parce qu'en pourcentage, ça représente. Voilà, c'est ça. On est d'accord. On n'a pas plus de questions et puis on est arrivé au bout. Je souhaitais vous remercier tous les deux, William, sincèrement, pour ce retour d'expérience très qualitatif. C'est extrêmement intéressant et comme je le disais, nous chez Allianty, on a aussi l'objectif et l'ambition à terme d'avoir une collection de retours d'expérience pour pouvoir, le jour où un de tes homologues demande ce que tu penses de ceci ou de cela, qu'on puisse l'amener vraiment par le retour du terrain et pas par de la publicité simple. Voilà. Et je tiens à remercier toute notre audience et tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et qui ont été là. Merci à Simplicité aussi pour votre confiance et merci encore.